Je vais vous présenter un petit peu, faire une démarche globale sur l'ensemble du Grand Ouest, c'est-à-dire que j'ai choisi de vous présenter le nombre d'installations aidées sur le Grand Ouest, sur 3 régions, c'est-à-dire les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Et si vous regardez la courbe bleue tout en haut, on s'aperçoit, puisqu'on va regarder celle-là, vous avez le détail sur chaque région, mais finalement, globalement, on pensait que la crise aurait impacté les installations. Et finalement, quand on discute avec les gens du réseau Chambre d'agriculture sur l'installation... Ah oui, je l'ai là, pardon. Quand on discute avec les gens des réseaux Chambre d'agriculture qui suivent tous ces critères, il y a eu un gros changement au niveau réglementation en 2015, fin 2014, début 2015, ce qui fait que globalement, les jeunes ne se sont pas engagés à s'installer. Et finalement, ça s'est répercuté, puisque quand on regarde 2016, j'ai récupéré les chiffres 2016 pour cette année sur les 3 régions, mis à part les Pays de la Loire où j'étais obligé de faire une estimation, on remonte globalement à peu près à 1300 installations, 1350 installations sur l'année. On peut faire une toute petite remarque sur l'année 2010, où on était en pleine crise laitière, et vous voyez on avait baissé un petit peu, on était descendu à 1300 installations. Bon, ça c'est pour faire un point sur l'installation. Si on regarde maintenant les coûts d'installation, alors je vous ai mis ici, vous avez toujours les 3 régions, et vous avez là où il y a la courbe avec les chiffres, c'est la moyenne des 3 régions. On s'aperçoit quand même que globalement on augmente de 6% par an. Donc c'est plutôt un bon placement pour les cédants. Enfin, je l'interprète un peu comme ça, moi. Ça, c'est des coûts d'installation pour les jeunes en individuel, au statut individuel. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur les Pays de la Loire et sur la Bretagne, puisque je n'ai pas les chiffres normands. Concernant les GAEC et les ERL, on est à plus 5 ou plus 8% sur 4 ans. Et concernant la Bretagne, on est à plus 6% par an sur 4 ans pour les GAEC et sur une faible augmentation de 2% sur les ERL. Vous voyez par contre qu'en individuel, en Bretagne, ça plonge depuis 2013. On sent bien qu'il y a un abaissement des coûts de l'installation. Et je pense que c'est particulièrement lié aux histoires des hors-sols. C'est-à-dire que dans les hors-sols, les gens ont admis assez rapidement, et depuis déjà un certain nombre d'années, qu'il fallait vendre selon son potentiel économique, pour faire clair, en fonction de l'EBE. Donc je pense que dans les hors-sols, comme il y a des calculs très simples à faire au niveau de ces types de production, donc je pense que ça contribue probablement à des baisses de prix. Après, je me suis permis de faire un petit focus sur les dossiers d'installation dans mon département, la Mayenne, dans les Pays de la Loire, de octobre 2014 à octobre 2016, puisque je siège en CDOA installation au titre des experts comptables du département de la Mayenne. Et donc, nous, on utilise 2 critères qui nous paraissent intéressants en CDOA. C'est la solvabilité des installations, qui se traduit finalement par le pourcentage d'annuité sur l'EBE dégagé par l'entreprise, et la marge de sécurité, qui est normalement entre 10 et 15%, ce serait plutôt la norme sectorielle, entre 10 et 15% de l'EBE. C'est-à-dire, je fais 100 000 euros d'EBE sur un système laitier, il faut que j'obtienne tous les ans une marge de sécurité de 10 000 euros par an. Voilà, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Si je reprends mes moyennes sur les 322 dossiers qui sont passés en CDOA, sans trahir les secrets de la CDOA, on s'aperçoit que la moyenne des annuités sur EBE sont de l'ordre de 57,5. C'est-à-dire que quand je fais 100 euros d'EBE dans une exploitation agricole, j'en donne 57,5 à mon banquier. C'est ça que ça veut dire. Ou à mon financeur. Pas forcément mon banquier, d'ailleurs. Ma marge de sécurité est de l'ordre de 10 000 euros. Et ma marge de sécurité sur l'EBE est de 8,9%. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'on n'atteint pas les 10 à 15% qui sont plutôt la norme sectorielle. Et on observe un EBE moyen sur les installations, sur ces 322 dossiers, de 118 500 euros. Alors, bien évidemment, les annuités sur EBE, juste pour la petite histoire, vous avez des variations qui vont de 4% à 92%. Alors, 92%, je suis un petit peu inquiet, parce qu'il ne reste plus grand-chose pour le reste. Mais bon, bref. Si vous regardez maintenant, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, je me suis dit, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en termes d'évolution des installations et les critères d'appréciation, on s'aperçoit que sur les cédants, globalement, on a des ventes d'exploitation qui augmentent de 6% par an. Ça, c'est un fait.
On a une augmentation d'indépendance vis-à-vis des financeurs, puisque sur les 150 derniers dossiers, c'est-à-dire sur les 322, j'ai pris les 150 derniers dossiers, et on observe qu'on est monté à 58,3, c'est-à-dire qu'on est passé de 57 à 58. C'est-à-dire que je suis de plus en plus dépendant de mes financeurs lorsque je m'installe. Ma baisse du critère marge de sécurité sur EBE, lui, a baissé de 11% sur une année, c'est-à-dire qu'on est passé à 7,9%. En fait, on passe de 9 à 8. Par contre, si on regarde les EBE moyens, ils ont monté de 20 et quelques mille euros. Ça veut donc dire que, globalement, on a des outils plus gros, qui dégagent plus de BE. Par contre, on s'aperçoit aussi, et ça c'est une tendance qu'il faudrait revérifier, mais on a de plus en plus beaucoup moins de personnes pour le travail. C'est-à-dire en termes de temps de travail, on a moins de jeunes. Aujourd'hui, on commence à avoir des outils à 800, 900 000 litres de lait, à 2, le couple. Donc bon, il faut regarder un petit peu tout ça de plus près. Ce sera intéressant d'ailleurs de mettre quelques ingénieurs à travailler en stage sur cette affaire-là. Juste pour les histoires d'augmentation de BE, il faut être aussi assez prudent sur l'interprétation de ces augmentations de BE. Parce qu'on s'aperçoit que dans les études, moi je m'amuse à chaque fois en CDOA, je fais mes calculs, comme je connais les EBE moyens par production, les cultures de vente, le lait, le porc, la viande bovine, etc. Je m'amuse à reconstituer les EBE en séance. Et je m'aperçois que parfois, on a quand même des EBE qui sont dans les études, me semble-t-il, trop élevés. Juste un exemple. J'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps. Juste pour information, un EBE moyen lait au 1000 litres de lait, c'est 180 € sur les 10 dernières années, mais avec les anciennes DPU. Et il n'est pas rare de voir des études présentées à des 200, voire 220 € du 1000 litres de lait. Ce qui me pose également problème. Parce que je me dis que comment on va supporter les crises. Pour la petite histoire, fin décembre 2015, on a eu des statistiques où les EBE moyens de notre centre de gestion agréé, qui est Agrigestion, on tourne aux alentours de 130 € de BE par 1000 litres. Donc ça veut dire qu'on a déjà des écarts importants qu'il faut absorber. Vous avez 60 € d'écart, 70 € d'écart, 7 fois 5 sur 500 000 litres de lait, il y a 35 000 € à avaler. C'est-à-dire concrètement, l'agriculteur il est confronté à une baisse de 35 000 € globalement. Donc ce qui n'est pas neutre. Donc au final, ce qu'il faut retenir de ces quelques chiffres, c'est 1, on a des augmentations des prix des fermes, 2, on a des systèmes d'exploitation qui grossissent avec des EE plus élevés et peut-être globalement moins de manœuvres, et 3, on a une dépendance financière qui tend à être de plus en plus importante. Et à côté de ça, vous avez des marges de sécurité qui commencent à se réduire, puisqu'on a baissé le taux de marge de sécurité sur le BE de 10%. Alors, il va falloir regarder dans le temps un peu comment ça évolue, mais globalement, ça ne me rassure pas beaucoup, quoi. Ça veut dire qu'on va fragiliser les systèmes, d'autant plus qu'on va probablement, compte tenu de la fin des quotas laitiers et d'un marché qui est de plus en plus libéral globalement, on va forcément avoir des crises. On va avoir des fluctuations, c'est clair, net et précis. Ça veut donc dire qu'il va falloir anticiper toutes ces choses-là. Alors juste une petite remarque, je m'interroge assez souvent quand je suis en CDOA sur les chiffres, c'est-à-dire sur les études. C'est-à-dire que les études, les chiffres, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on a envie de leur faire dire. Donc je suis toujours un petit peu prudent en me disant il faudra peut-être falloir qu'on se positionne quand on écrit les études pour ne pas emmener nos jeunes ou nos porteurs de projets dans le mur. Donc je pense qu'il va y avoir des questions à se poser de ce côté-là. Par contre, pour ma part, je n'arrive pas à parler d'installation si je ne parle pas en amont des cédants. C'est-à-dire que finalement, il va falloir travailler. Nous, on a engagé cette politique-là depuis maintenant 4 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler d'installation si vous ne préparez pas vos cédants à se préparer à la retraite, finalement. C'est-à-dire que, historiquement, les cultures agricoles, c'était de dire on va faire le jackpot à la fin quand on part à la retraite. Enfin, je fais un peu court, mais globalement, c'est ça. Et finalement, je pense que nous, depuis 4 ans, tous les gens qui ont 50, 55 ans, voire un peu avant, on commence à aller les rencontrer et leur dire « Messieurs, mesdames, préparez votre retraite. On fait le pari que vous vendrez votre ferme à l'EBE. Peut-être qu'on se trompe. C'est un pari que nous, on fait. Mais peut-être qu'on se trompe, mais on pense que ça se vendra à l'EBE. Donc, ça veut dire qu'il faut vous préparer. D'abord, à sortir un très bon EBE jusqu'au bout, premier point. Et 2, à préparer une stratégie. C'est-à-dire, quelle stratégie je mets en place pour avoir un peu d'argent à la retraite, en plus de ma MSA,
peut-être de quelques hectares de terre ou de 50 hectares de terre que j'ai en propriété. Enfin, il va falloir anticiper les choses, quoi. Et puis, pour nos jeunes, il faut absolument gérer l'euphorie. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je m'aperçois, c'est que les jeunes, quand ils veulent s'installer, ils ne raisonnent plus. Ils ont fait des BTS Axe, ils ont fait ceci, cela, ils ont fait des études. Ils devraient normalement savoir calculer, mais ils ont tellement envie de s'installer qu'ils n'arrivent plus à gérer ça. Donc je pense que c'est important de leur apporter un peu de méthode de travail, qu'ils connaissent bien les références technico-économiques, qu'ils connaissent aussi les arguments. Moi, je vois bien au niveau des banquiers, quand les EBE tournaient à 180 € au 1000 litres, les banquiers prêtaient sur une base de 150 €. Alors, je ne vous dis pas, les EBE qui vont tomber à 130, voire 100 € en 2016, probablement, enfin, on sent ça venir, sur quelle base on va prêter? Parce que je pense que le banquier, il a besoin d'être sécurisé également, ce qui est normal. Donc, voilà. Mon message principal, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas subir, il ne faut surtout pas opposer les cédants et les jeunes. Par contre, il faut absolument faire un travail de fond sur les cédants. Ça, c'est, à mon avis, capital. Parce que, de toute façon, je pense qu'on sera obligé de venir aux achats à l'EBE. Pour moi, c'est inéluctable, on ne va pas y couper. D'ailleurs, quand vous échangez avec des gens qui font de la cession de PME, PMI, ils vous disent bien qu'eux, ils raisonnent comme ça, sauf qu'eux, ils demandent entre 20 et 30% d'autofinancement. Et je pense donc, peut-être en référence à ces choses-là, que je pense que les financeurs et les banquiers probablement demanderont de plus en plus d'autofinancement à nos jeunes installés, parce que ça pourra servir de variable d'ajustement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en termes de période démographique, on est sur, finalement, globalement, enfin nous, dans nos régions, je ne sais pas si ça se confirmera dans les autres, mais on est quand même sur une situation où on a à peu près 2 départs à la retraite pour un jeune qui remplace. Donc moi, je pense qu'on vendra l'EBE. Par contre, je suis très inquiet pour les gens qui sont dans les 25, dans le quart inférieur, parce que vous savez, on sort des statistiques, etc. Et tous les gens qui sont dans le quart inférieur, ça va nous poser, probablement, ça va leur poser à eux de sérieux problèmes en termes de transmission. Comment ils vont vendre? Est-ce qu'ils trouveront un acheteur? C'est même peut-être pas sûr. Voilà. Ok, merci Pascal. Dans l'organisation de la journée, on a prévu de laisser un petit moment de questions avec la salle pour chaque intervenant, et à laisser à la fin de la table ronde un temps un tout petit peu plus long pour échanger, parce on se dit que peut-être les intervenants postérieurs ou ultérieurs amèneront des réponses à des questions qui peuvent être soulevées par l'intervenant précédent, et qu'ainsi on évitera des redites. Juste petite question pour moi, Pascal. Dans l'ensemble des éléments, tu l'as dit sur la fin, ne pas confondre les moyennes et surtout ne pas raisonner sur les moyennes, c'est de plus en plus vrai, c'est évident. Par contre, je suis moi surpris de la notion de niveau de rémunération du travail inclus dans l'ensemble des études. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que chaque exploitant qui s'installe valorise son temps et son implication dans le cadre de l'entreprise de manière extrêmement faible, 12 000, 15 000 € par an de rémunération. Et ça, c'est aussi un élément à fausser la marge de sécurité, parce que globalement, si on travaille 50, 60, 70 heures par semaine, potentiellement aidé par des membres de la famille, et qu'on considère que l'ensemble de ces efforts-là fournis et des responsabilités, ça vaut 12 ou 15 000, ça interpelle quelque part sur la marge de sécurité en cas de problème. Mais je confirme. Ça marche? Oui. Je confirme totalement ce que tu avances. C'est vrai que nous, on s'aperçoit qu'on est entre 13 et 15 000 €. Et puis ce qui nous inquiète encore plus, je ne sais pas comment c'est dans vos départements, mais moi je vois passer les avenants de PDE. C'est-à-dire, vous savez, pendant les 4 premières années, au bout d'1 an ou 2 ans, on avait un projet de base, et puis finalement, ils ont, entre guillemets, on voit des choses où on multiplie par 2, voire par 3 les investissements. Par contre, le BE, lui, il n'est pas multiplié par 2 ou par 3. Donc ça pose de sérieuses questions, en particulier sur un taux d'annuité sur EBE qui est en train d'exploser, quoi. C'est-à-dire qu'on va quasiment avoir du 60, 70, 75% d'annuité sur EBE, ce qui devient relativement intenable. C'est-à-dire les gens, ils ne vont plus pouvoir prélever, quoi. Okay. Voilà. Pour la salle. Est-ce que par rapport à l'intervention de Pascal, il y a des questions qui vous viennent comme ça, ou des choses qui vous démangent tellement fort que vous souhaitez en faire part immédiatement?
Non? C'est bien. Eh bien, merci Pascal. Kamel. On va laisser comme ça. C'est toi, on vous a indiqué effectivement dans l'introduction que les associations qui ont préparé cette journée et avaient une représentation nationale. Ça va se confirmer par le fait que je vais vous faire voyager un petit peu. On va partir de la Bretagne, la belle Bretagne, vers la région de ce qu'on appelle le Nord bassin parisien, plus précisément, parce que c'est cette région qui est considérée recueillir ce qu'on appelle ou accueillir, si vous voulez, les grandes cultures. Alors, tout d'abord, une définition des grandes cultures. Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de céréales. Bien, certes, les céréales ou les scopes, d'une manière générale, sont très développées dans notre région et elles ont un fort potentiel, mais ce qui caractérise également notre région ou cette région par rapport aux autres régions de la France, c'est effectivement l'importance des productions industrielles. Alors, par production industrielle, j'inclus les betteraves, toutes les productions légumières, les petits pois, les haricots, et je vous en passe et des meilleurs, y compris les endives, les pommes de terre et même les fruits genre pommes, poires, etc. Voilà. Donc déjà, je vous plante un peu le décor. Voilà ce que nous avons comme type d'assolement, en sachant que ces cultures industrielles représentent en général 30 à 40% de l'assolement total. Alors, les chiffres, surtout pour tous les confrères et les consoeurs qui sont dans la région et qui connaissent bien la région, ce sont bien des moyennes, si vous voulez, en général, mais qu'il faut adapter après au cas par cas. Autre caractéristique de cette région, c'est son climat. Donc c'est un climat qui est relativement favorable par rapport à d'autres régions où il y a des pics relativement importants. Je ne parle pas bien sûr de l'année 2016, ça on la met de côté. On est en train de parler de la crise en général. Autre caractéristique également de ce type d'exploitation, là aussi il s'agit de moyennes, ce sont des structures, des entreprises, des exploitations qui, en moyenne, font entre 250 et 350 hectares. Alors, bien sûr, il y a des exploitations à 70 hectares, il y en a qui sont à 600 et quelques, voilà. Donc, il y a de tout, mais c'est pour vous donner un petit peu de certains éléments. Et là-dedans, bien sûr, je n'intègre pas tout ce qui concerne l'élevage, qui se retrouve, bien sûr, en Picardie, dans certaines régions, mais je ne l'intègre pas dans mon propos, puisqu'on m'a demandé de parler des grandes cultures. Le statut, contrairement au sud de la Loire, on a un statut qui est à forte proportion de fermage. Donc, on a en gros 70% des exploitations qui sont donc sous ce statut du fermage, en y incluant bien sûr les structures familiales du style GFA, etc. Voilà. Donc ça aussi c'est une particularité. Les formes juridiques. Nous avons dans j'ai demandé un peu certains chiffres et on m'a dit qu'il y avait en gros 85% d'exploitation agricole qui étaient sous forme sociétaire, toutes confondues, mais voilà. Donc il reste que 15% pour les exploitations individuelles. Et enfin, donc au niveau des mutations, puisqu'on va y arriver, il faut savoir également que dans cette région-là, alors ça aussi ce sont des recoupements qui ont été faits, d'après les derniers chiffres, ces 3 dernières années, il y a pratiquement 90 à 95% des exploitations qui se transmettent dans un cadre familial. Le restant, c'est soit des agriculteurs étrangers, on va dire ça comme ça, donc étrangers à la famille bien sûr, et quelques pourcents, 2 ou 3% seulement d'étrangers à tout, c'est-à-dire aussi bien à la famille qu'à l'agriculture, c'est-à-dire donc des vrais investisseurs. Tout ceci pour dire effectivement que ces structures ont été et sont rentables et saines, avant et après la PAC qui a constitué pour nous, quand même, comme pour beaucoup d'autres, une crise du fait notamment de la remise en cause du modèle économique et ce, même si dans notre région, les DPU ont été quand même attribués sur des bases faciales, sur des valeurs faciales de l'ordre de 340 à 480 euros de l'hectare, ce qui était quand même pas neutre. Donc, en résumé, on avait l'habitude de dire que la PAC avait favorisé, entre guillemets, les exploitations moyennes ou pas très performantes par le jeu des jachères, etc. Nous, dans notre région, donc, on craignait effectivement cette première crise, mais qui a été relativement bien compensée par le montant des DPU qui ont été versés. Sachez quand même, je ne vais pas essayer de vous donner trop de chiffres, sachez quand même qu'avant la PAC,
les quotas betteraviers, les betteraves étaient vendues aux alentours de 60 €, je vous ai converti en euros, en 60 € de la tonne, et que le blé à l'époque était aux alentours de 200 € de la tonne également. Donc c'est quand même important à ce niveau-là. Ensuite, un petit point de terminologie, parce que quand on va parler de valorisation, il faut savoir ce que l'on valorise. Parce que, contrairement à ce que disait mon confrère de Bretagne, dans le slide qu'il vous a présenté, il parlait de valeur d'installation, en disant une exploitation, ça vaut tant. Nous, dans notre région, on ne raisonne pas par unité d'exploitation, mais on raisonne surtout à l'hectare. Après, donc, on voit ce qu'on y met dans cette structure-là. Alors, donc, quand je parlerai de cession, je parlerai vraiment de cession d'éléments d'exploitation, c'est-à-dire vraiment les éléments que vous connaissez tous, les arrière-fumures, les améliorations du fond, le matériel, les parts de coopératives, le matériel et les installations. Voilà, ça pour moi c'est la cession, et pour que ça puisse être comparable. Quand je parlerai éventuellement d'une vente cession, là il y a également à ces éléments-là, il faut rajouter le foncier bâti ou non bâti. Donc ça c'est effectivement un élément supplémentaire. Quand je parlerai également de haut de bilan, bien sûr, on se comprend, on va raisonner aussi dans une cession comme étant les éléments d'exploitation, c'est-à-dire les éléments nécessaires à l'exploitation agricole. Donc on exclut éventuellement, on n'est pas obligé d'être propriétaire des bâtiments, on n'est pas obligé d'être propriétaire des terres. Par contre, il faut le matériel, il faut les DPU ou les DPB maintenant, etc. Dans les mutations que j'ai vues, dont j'ai eu à connaître ces derniers temps, je vous en reparlerai après dans ma deuxième partie, on a quand même des prix de cession à l'hectare, c'est-à-dire je parle bien de prix de cession à l'hectare, qui évoluait ou qui comment dirais-je, j'ai perdu mon mot, qui s'échelonnait entre pratiquement 4 000 € de l'hectare et pratiquement 12 000, voire même 13 000 € de l'hectare. Alors ça, c'est pas du tout des chiffres sensationnels. Ils existent. Ils sont peut-être pas publiés, mais ils existent. Donc là, on parle bien de cession d'exploitation. Donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, quand il y a effectivement du foncier, ce même hectare avec du foncier peut atteindre l'équivalent de 20 000 € de l'hectare. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et ceci, bien sûr, ce prix est très variable selon effectivement le contexte de la cession, selon qu'il s'agisse effectivement d'une cession familiale, vous comprendrez que on est dans la fourchette basse, ou selon que c'est un prix de cession, entre étrangers, et où on atteint la fourchette haute. Voilà, je vous ai planté le décor, parce que là aussi, si vous voulez, si on ne plante pas le décor de la région, on ne peut pas comprendre éventuellement les spécificités, où on va dire mais ils sont complètement fous, etc. Il faut bien, et là on n'a pas fait exprès de commencer par la Bretagne et d'aller vers les grandes cultures. Si vous avez fait exprès, tu as fait exprès. Bon, c'était fait exprès, mais c'était pas convenu entre nous. Voilà. Bien. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, si vous voulez, c'est, puisque là nous sommes effectivement entre professionnels, donc aussi bien de l'expertise que du commissariat aux comptes, que de l'immobilier, que du financier, etc. Force est de constater, si vous voulez, qu'en tant qu'expert comptable, nous sommes souvent effectivement questionnés sur la notion de la valeur de l'exploitation, soit parce que notre client est cédant, soit parce que notre client est acquéreur et qu'il souhaiterait avoir notre avis. Bien sûr, on n'a pas forcément toujours la même démarche, même si on a quand même des lignes directrices, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes intérêts à défendre. Alors là aussi, que les experts immobiliers, j'en ai vu quelques-uns qui sont dans la salle, pardon, excuse éventuellement mes propos ou mon analyse peut-être un peu rapide, mais le temps qui m'est imparti est relativement court. Habituellement, dans notre région, les estimations sont faites selon plusieurs critères. Il y a un critère que tout le monde connaît, que l'on pratique assez souvent, qui est la valeur substantielle, donc ou la valeur patrimoniale. Donc là, on reprend le haut de bilan et on évalue les matériels, les installations, l'actif, disons, de production. Bon, et qu'on actualise bien sûr en fonction de sa valeur réelle et non pas de sa valeur comptable. Je parlerai après d'une particularité de nos régions. Ensuite, deuxième méthode qui est très usitée, c'est bien sûr
la valeur de rendement ou de productivité ou de futur de l'EBE corrigé. Bon, là aussi, si vous voulez, que vous pratiquez tous et que vous connaissez tous, et qui consiste en fait à trouver une valeur en fonction effectivement du bénéfice futur, et qui inclut donc aussi bien donc un taux d'actualisation, un nombre d'années qui est généralement la durée d'un bail, et éventuellement aussi un coefficient de risque en fonction de la production ou des productions principales de l'exploitation. Tout ceci a amené d'ailleurs, et il y a déjà plusieurs décennies, les experts agricoles du Nord à mettre en place une formule qu'ils ont appelée la VEA, donc la valorisation ou la valeur de l'entreprise agricole, et qui est, pour faire simple également, si vous voulez, une moyenne de ces deux valeurs, de la valeur substantielle et de la valeur de rendement, étant rappelé que bien sûr que la différence entre la VEA, donc qui est le résultat de ce calcul, et la valeur substantielle, elle constitue par définition la valeur économique. Et puis troisième approche, c'est bien sûr la valeur de marché. Alors là aussi, un tout petit exemple très rapide et réel, si vous voulez. Sur une exploitation, là pour le coup, si vous voulez, plus scope que grande culture, donc qui fait 287 hectares, où il y a donc une quinzaine d'hectares 15% de betteraves et 85% de scope. Quand on part sur la valeur substantielle, on arrive à une valeur de 3 500 € de l'hectare. Quand on part sur la valeur de rendement, nous sommes à 4 500 € de l'hectare. Quand on fait la pondération des deux, vous l'avez faite, on est à 4 000 pour déterminer la VEA. Et sur le marché, aujourd'hui, après la récolte 2016, on est sur la base de 10 000 € de l'hectare. Donc je parle bien du haut de bilan toujours, et ce sont des chiffres, si vous voulez, tout à fait réels. Ces valorisations-là, si vous voulez, bien sûr, elles sont également, si vous voulez, je disais là, c'est de la pratique, mais c'est également aussi une prise en compte aussi, enfin l'administration fiscale, pardon, a pris en compte ces éléments-là, puisque j'ai eu personnellement à défendre dans le cadre de la commission départementale de conciliation de mon département de l'Aisne, un cas qui leur était soumis en matière d'ISF. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui avait des participations dans une société d'exploitation agricole dont il n'était pas exploitant et qui avait oublié de les déclarer dans son ISF comme étant un outil, considéré que c'était un outil de travail parce que pour différentes raisons. Enfin bref, c'était une omission. Bon. Et donc, on est allé à la commission départementale et là, donc, on a bien sûr essayé de faire échec à la demande de l'administration. Mais en conclusion, pour une exploitation, là aussi je vous replante le décor, c'est une exploitation cette fois-ci qui fait 300 hectares, qui est en limite des Ardennes. Là, très peu de quota betteravier, elle a que 8% de betteraves, scope 92% et en 100% en fermage. Eh bien, la DGFiP a défendu, si vous voulez, qu'il fallait partir sur un EBEC, donc un EBE corrigé, sur une moyenne de 3 ans. Au lieu de 5 ans, en éliminant les années extrêmes. Elle a retenu un taux de risque de 20% et un taux actuariel de 5%, parce qu'elle estimait que c'était la prime de risque historique en France. Tout ça, c'est pour resituer aussi, c'était fin 2015, hein, cette commission a eu lieu fin 2015. Et bien sûr, l'analyse, elle portait sur des récoltes 2010, 2011, 2013 qui sont loin d'être celles que nous connaissons depuis 2-3 ans. Donc là aussi, il faut resituer un petit peu dans le débat. Voilà, donc ce qu'elle a retenu. Et à la fin, elle a admis, si vous voulez, que s'agissant je reprends ses conclusions, s'agissant d'une exploitation familiale, il fallait retenir donc 2 fois la valeur substantielle et 1 fois la valeur de rendement. Voilà ce qu'elle a retenu. J'estimais qu'elle n'a pas été trop méchante et on s'en est relativement bien sorti. La problématique c'est pourquoi on arrive à ce genre de chiffres-là également, si vous voulez, c'est parce qu'on a une problématique entre guillemets de gain marginal. Alors vous allez me dire, c'est pas une problématique d'avoir un gain marginal, mais c'est quand même ce qui fait, si vous voulez, effectivement ce qui fait bouillir un petit peu la marmite,
puisque dans notre cas, dans ce type d'exploitation, nous avons toujours de très très grosses charges de structure. Et le fait de rajouter 50, 60 ou 70 hectares à une exploitation fait effectivement que le diviseur augmentant, alors que les charges de structure en elles-mêmes, je dis entre guillemets, les charges réelles de mécanisation, de main-d'œuvre, etc., restent également identiques, font qu'effectivement, on peut retrouver une certaine rentabilité. J'ai eu un exemple également il y a 2-3 ans, alors je ne l'ai pas actualisé par rapport aux rentabilités que nous avons actuellement. Dans le cadre d'un agrandissement d'une exploitation qui faisait 200 hectares et qui a récupéré 100 hectares, alors c'est pas le 100 hectares qui est important, c'est de savoir à quoi on les rajoute, puisqu'il y a toujours aussi les phénomènes de seuil, etc. Eh bien, dans ce cadre-là, la cession, mais je ne me souviens plus du prix auquel elle a été payée, mais c'était quand même une cession entre étrangers. Et bien cette cession, si vous voulez, cet agrandissement de 100 hectares, il a été pratiquement amorti sur 8 ans, ce qui est quand même relativement important, aussi bien sur le plan financier que sur le plan économique. Bien. Ensuite, on a bien sûr, et ça on en reparlera aussi, le coût financier qui est actuellement, entre guillemets, peu significatif, toujours trop cher, mais peu significatif. On a eu également les phénomènes de démembrement avant que le législateur n'intervienne en 2013, ou par le jeu effectivement d'amortissement temporaire de foncier ou autre, ou de parts sociales, on a généré des gains fiscaux par ce biais-là, donc ça poussait les gens un petit peu à s'agrandir. Voilà. Et à ce jour, malgré ces prix de cession, mais ça ce sera peut-être la prochaine table ronde ou ce qui sera dit après, malgré ces prix de cession qui semblent exorbitants et qui n'ont aucun rapport entre la rentabilité et le financement, on est pratiquement à... Je n'ai pas, à ma connaissance, puisqu'on a gentiment rappelé que ça faisait 30 ans que j'étais expert comptable, ça va faire même plus que ça, presque bientôt plus, mais je vois que vous êtes très, très gentil. Je n'ai jamais connu de dépôt de bilan. En conclusion, aujourd'hui, de toute façon, on a, quoi qu'on fasse, on a une demande qui est plus importante que l'offre. L'agrandissement est toujours d'actualité, aussi bien pour les charges fixes que pour les questions fiscales. Le prix de l'hectare, cette fois-ci, j'entends bien foncier et exploitation, à mon sens, il va rester identique, il va rester pour le moment aux alentours de ces 20 000 euros, sauf que ce chiffre, si vous voulez, va peut-être se glisser, il va peut-être être un peu moins fort en matière de cession, mais on va le retrouver sur le foncier, puisqu'en matière de foncier, en France et dans notre région, nous avons quand même un foncier qui a encore un petit peu de marge. Par contre, effectivement, pour l'avenir, il faut quand même faire attention, si vous voulez, à cette, comme le disait mon confrère, à ces valeurs de rentabilité. Et autant tout à l'heure, on parlait de une fois la valeur substantielle et 2 fois la valeur de... Non, pardon, 2 fois la valeur de substantielle et 1 fois la valeur de rendement. Là, je pense qu'il faudrait plutôt essayer de migrer vers 1 fois la valeur substantielle et 2 fois la valeur de rendement, parce qu'effectivement, on voit que cette crise structurelle continue et elle va s'amplifier. Après, bon, je ne parle pas de la récolte 2016 qui est une crise conjoncturelle, mais qui quand même, mine de rien, va faire baisser les EBE de l'ordre de 400 à 600 euros de l'hectare, pratiquement toute production confondue, et même pour les betteraves qu'on qualifiait un peu de rente à l'époque, par rapport à des années précédentes où on avait fait des très bons rendements. 20 tonnes de betteraves de moins cette année, puisqu'on est en plein dans la campagne, c'est pas extraordinaire. 20 tonnes à 25 euros, ça fait nos 500 euros également. Voilà. Ensuite, il faudra veiller effectivement à la pérennité des baux, et là, c'est soit d'avoir des baux effectivement au niveau des personnes morales, soit des baux cessibles, mais ça, les baux cessibles, j'en connais pas beaucoup, si ce n'est pour ainsi dire pas, j'en ai peut-être vu un, dans le cadre d'un fonds agricole. Et puis enfin, je suis rappelé à l'ordre là, donc voilà, c'est tout, je vais faire vite, je suis désolé. Veiller donc également aux risques juridiques que nous avons, qui existent de plus en plus, puisque vous savez que quand tout va bien, mais quand ça coince, l'acheteur éventuellement, qui estime éventuellement avoir fait une erreur, va penser ou son conseil préféré va lui faire penser
à la répétition de l'indu, par exemple. Et dans notre région, on a de plus en plus, effectivement, de remises en cause de cessions. Et puis enfin, donc là c'est vraiment la fin, il y a l'effet levier de la fiscalité, puisque autant à une certaine époque, si vous voulez, les agriculteurs pensaient à tort ou à raison, si vous voulez, que l'agrandissement, que le fait de gagner de l'argent leur générait des charges et que ça leur permettait d'économiser de l'impôt et de la MSA, ou en d'autres termes que c'était la MSA et l'impôt qui payaient une partie de la reprise ou la partie supérieure de la reprise. Là maintenant, c'est plus trop le cas, surtout avec des années comme celle-ci, et surtout pour ceux qui ont, par exemple, un petit peu forcé sur le Macron, ils ont répondu au chant des sirènes, mais c'est les années futures qui vont devoir payer tous les investissements qu'ils ont réalisés. Et dernier mot, uniquement pour dire, mais c'était uniquement pour dire que je n'ai pas, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai lu, comme tout le monde, la loi d'avenir et les projets de la loi Sapin 2. Aujourd'hui, je ne pense pas que les dispositions qui vont être évoquées plus tard, aussi bien par rapport à la SAFER, les structures, etc., que ce sera des éléments qui vont faire baisser la valeur des fermes dans notre région. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Kamel. Alors, je retiens déjà une chose, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais globalement, ne pas forcer sur le Macron. L'autre élément, juste pour expliquer, dans le cadre de l'organisation, on a volontairement amené une façon pratico-pratique, en situation de traiter la problématique, et une autre partie qui est beaucoup plus technique et théorique pour évoquer la notion de valorisation et d'évaluation. Donc, merci Kamel pour cette approche-là. Juste avant de passer la parole, une petite question pour moi, après Marie-Claire. Qu'est-ce que tu mets dans les 4 000 à 12 000 ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que tu as dit, c'est notre unité d'œuvre. C'est... Voilà. Donc, je mets, il est mis. Oui. Il est mis, bien sûr, ce que j'appelle la panoplie du parfait petit agriculteur. C'est-à-dire qu'il faut donc effectivement qu'il ait du matériel pour exploiter. Il faut qu'il ait donc un droit au bail, enfin qu'il faut qu'il ait des terres pour cultiver, puisque je ne parle pas, je l'ai dit tout à l'heure, j'excluais toute la partie hors sol. Il faut qu'il ait des droits à produire. Alors ces droits à produire, soit des DPU, soit des DPB. Je ne parle plus trop des quotas maintenant, puisque les quotas betteraviers qui restaient vont s'arrêter l'année prochaine. Mais si c'est pas sous forme de quotas, c'est sous forme éventuellement de droits de contrats ou de parts sociales qui sont souscrites dans des organismes coopératifs, par exemple. Il faut savoir qu'en matière de sucre, où on a donc effectivement, comme dans les céréales d'ailleurs, le domaine coopératif et le secteur coopératif et le négoce, il faut savoir que si vous voulez qu'il y a quelques années, il fallait pratiquement souscrire pour pouvoir produire une tonne de betterave, il fallait souscrire 40 € de la tonne, qui se ventilait en gros en 28 € sous forme de part sociale, donc ça c'est pas perdu si je puis dire, et 12 € de droit d'entrée. Voilà, voilà ce que c'est pour pouvoir exploiter. Ok, merci. Marie-Claire, tu veux intervenir ? Et ça sera la seule intervention là, on laissera les interventions en fin de... Juste un petit mot, Marie-Claire Basson, je suis administrateur à l'UNECA et je suis aussi une consoeur locale, si je peux dire. Voilà, je voudrais juste apporter un focus complémentaire avec tout ce que tu viens de dire et qui est très complet. C'est qu'en introduction, tu as bien souligné que 95% des cessions se faisaient dans le cadre familial. C'est un élément très important. Et deuxièmement, que la très grande majorité, 75%, si je me souviens ce que tu as dit, était sous le régime du fermage. Voilà. Donc, les chiffres qui ont été donnés, qui paraissent exorbitants, concernent essentiellement 5% des exploitations. Les 95% restants se font à des prix qui ont un rapport direct avec la capacité qu'a l'entreprise de créer de la richesse pour lui permettre de rembourser ses emprunts et de vivre. Et c'est de cette manière que nous, experts comptables, nous montons les plans d'investissement de nos clients. Donc je voulais souligner ça pour qu'on ne se fasse pas une fausse idée de nos régions. Les prix élevés sont dus, comme tu l'as souligné, à la rareté de l'offre, puisque ça ne concerne que 5% des exploitations. Et c'est, on peut dire, l'unique raison du caractère élevé de ces prix. Voilà, merci. Merci de ta précision. Donc, rareté de l'offre, prix élevé, etc. On va passer à une région
un tout petit peu plus au sud, avec Xavier Casdan, qui va nous parler de la zone intermédiaire. Je lui laisserai le soin de la définir. C'est-à-dire le grand croissant qui part de l'Est, région Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, et le centre pour arriver doucement à l'Atlantique, avec la problématique justement de ces zones intermédiaires en potentiel moins important que nos voisins du Nord. Et donc, Xavier Casdan, à vous la parole et l'intervention. Je vous propose de rester ici pour peut-être gagner un tout petit peu de temps. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter. Donc je suis donc Xavier Casdan. Et j'appartiens à la direction de l'agriculture du Crédit Agricole SA. Donc je ne suis pas en caisse régionale, mais mon activité est en lien bien entendu avec l'ensemble des 39 caisses régionales, et en particulier sur toutes les problématiques liées aux filières grande culture que sont les céréales, les oléagineux et pour ce qui me concerne également les betteraves à sucre. Donc pour répondre à la sollicitation de M. Thorey, un petit rappel et là je me positionne comme le banquier en fait, pour voir comment le contexte actuel et les crises différentes sur un certain nombre de secteurs sont perçus par la banque, et je focaliserai surtout mon propos par rapport aux entreprises spécialisées, aux entreprises agricoles spécialisées en grande culture. Pour rappeler effectivement que depuis quelques années, les entreprises agricoles, celles-ci, grandes cultures, sont quand même de plus en plus exposées donc, à un certain nombre de risques. Alors on peut rentrer un peu plus dans le détail, notamment pour les risques liés au marché, et en particulier les prix. Depuis une dizaine d'années, la volatilité des prix a été particulièrement forte, avec des hausses comme des baisses. Et puis ces dernières années, notamment les 3 dernières années, une spirale de prix qui sont plutôt tendance baissière, et donc des prix relativement bas et malheureusement qui commencent à durer, en lien avec le contexte international qui justifie ou qui s'explique par le fait que depuis 2-3 ans, on est quand même plutôt à l'échelle mondiale sur une surproduction, une offre pléthorique internationale, et la France, qui est un grand pays exportateur, importe malheureusement ces prix en lien avec la loi de l'offre et de la demande à l'échelle internationale. À cela, donc, à rajouter bien entendu les risques climatiques. Le réchauffement climatique, il n'a pas forcément lieu seulement dans les zones autour de l'équateur, mais on peut se poser la question si ça n'a pas aussi quelques effets chez nous. Et l'année 2016 en est le bel exemple, d'autant plus que seule la France a été touchée quand on regarde ce qui s'est passé sur le reste du monde. Donc ce risque climatique impacte et parfois est localisé sur certaines régions, et en particulier sur les zones intermédiaires, qui est un croissant qui part de la Lorraine, qui passe vers le sud de la Bourgogne, qui va vers le centre et qui va vers l'Atlantique. Sur ces zones-là, et on constate que depuis 3 ans, même s'il ne s'agit pas forcément du même aléa climatique, que localement, il y a quand même eu 3 années de suite des aléas qui font que, en matière de rendement, en matière de qualité, les grains produits ont été fortement pénalisés, notamment dans ces entreprises présentes dans ces zones-là. D'autres risques liés aux moyens de production, avec, je ne reviendrai pas sur la mise en route d'éco-phyto, qui se traduit effectivement par de la réduction d'utilisation de matières qui permet de se protéger contre les cultures, et sur lequel pour le moment il n'y a pas forcément partout de solutions alternatives, même si la recherche et le développement d'un certain nombre d'organismes sur le sujet avancent, mais effectivement pour le moment il n'y a pas forcément remplacement total. Et puis des risques environnementaux avec, et en particulier donc tout ce qui est normatif, qui s'est bien développé ces dernières années, et donc qui peut à un moment donné limiter l'utilisation d'un certain nombre de facteurs de production pour les producteurs pour produire. Tout ce contexte-là, donc toute cette exposition au risque, fait qu'on constate que les rentabilités économiques des exploitations grande culture, et encore une fois en particulier dans les zones intermédiaires, sont de plus en plus fragilisées. Et le banquier aime bien entendu regarder
les capacités de remboursement à travers donc la notion d'excédent brut d'exploitation. Et en effet, on constate que la dégradation est particulièrement forte dans ces zones-là, et donc la capacité à dégager de l'excédent brut d'exploitation est plutôt en panne, et ce qui effectivement peut être un effet assez inquiétant. Sachant que la moyenne, et on va revenir avec beaucoup plus de précision, elle cache quand même d'énormes disparités, et nous le verrons. Et je vous propose d'étayer un petit peu tous ces éléments-là avec un zoom fait à partir des données du RICA. Tout le monde doit connaître le RICA, donc le réseau d'information comptable agricole, que sont les statistiques en fait issues des comptabilités que vous tenez certainement auprès d'agriculteurs, et qui sont intéressantes à utiliser, même si elles ne sont pas parfaites, car ces statistiques sont utilisées par bon nombre d'acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les instituts techniques, et puis en l'occurrence les banques, et en particulier le Crédit Agricole. Donc zoom en regardant donc ce qui se passe sur la région centre. Alors je vais parler de la région centre toujours avec les données du RICA, donc c'est les régions administratives anciennes, parce que les dernières données du RICA en notre possession, c'est l'année 2014. Et puis la région Bourgogne, toujours région administrative. Alors, impact de tous ces éléments-là quand on regarde la région centre, donc toujours encore une fois sur les exploitations spécialisées en production de céréales à travers la notion d'OTEX 15. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il s'agit d'exploitations qui produisent pratiquement plus de 2/3, où leur chiffre d'affaires est fait de 2/3 donc de production de céréales et d'oléoprotéagineux. Et quand on regarde donc en moyenne à l'exploitation moyenne de la région centre, un certain nombre d'indicateurs que la banque regarde de façon régulière, bien entendu, tout ce qui est excédent brut d'exploitation, on s'aperçoit que depuis 2012, cet excédent brut d'exploitation à l'échelle de l'exploitation ou ramené à l'UTAN, c'est-à-dire par chef d'exploitation, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte baisse notable et donc une dégradation sensible des capacités de remboursement. On s'arrête en 2014, vous comprenez pourquoi. On peut tout de suite prévoir que 2015 et 2016 ne sera pas mieux, ce sera peut-être voire pire, notamment dans ces régions-là qui, comme je vous le rappelle, ont été touchées à la fois par le prix, mais le prix il est bas pour tout le monde, mais encore une fois en 2016 par rapport à des conditions de récolte et de rendement particulièrement catastrophiques. À côté de ça, on s'aperçoit que l'autre point important, c'est le montant des annuités sur le BE, qu'on a déjà évoqué et sur lequel, bien entendu, la banque regarde précisément. Donc là, effectivement, comme le BE a fortement baissé, ce ratio commence à atteindre des niveaux qui tournent autour de 50%. Alors, c'est pas encore une fois la grosse catastrophe, mais c'est des inquiétudes montantes, d'autant plus si on regardera ce qui se passera plus précisément en 2015 et en 2016. En dehors de ça, le ratio endettement bancaire, lui, il est pour le moment tout à fait raisonnable et plutôt sain. J'insiste bien, il s'agit bien du ratio endettement bancaire. Si on rajoute les autres dettes, notamment les dettes fournisseurs, ce taux qui est aujourd'hui de 30% en moyenne sur l'exploitation grande culture région centre, on passe facilement à 50% quand on rajoute les dettes fournisseurs. Donc, d'un point de vue bancaire, pour le moment, sujet qui va à peu près bien. Quand on rajoute les dettes fournisseurs, ça commence à se compliquer et donc avec des problématiques de trésorerie que vous connaissez certainement. Alors ça, c'est la moyenne. Et justement, comme disait M. Thorey, le problème de la moyenne, c'est qu'on ne peut plus se limiter à regarder précisément ce qui se passe à travers la moyenne, parce que la moyenne, elle cache une énorme disparité selon un certain nombre d'éléments, en prenant la taille ou en prenant les effectifs, composant cette catégorie d'exploitation grande culture en région centre. On s'aperçoit qu'il y a effectivement de très très grandes disparités, une très forte dispersion en fait des résultats. Et en particulier, quand on fait un petit peu le zoom sur les grandes exploitations, d'environ 328 hectares en moyenne, on constate que pour certaines d'entre elles, dès 2014, un certain nombre d'entre elles génèrent des excédents bruts d'exploitation négatifs.
et ça représente pratiquement une quinzaine de pourcents de cette population. Mais à côté de ça, on s'aperçoit aussi qu'il y a visiblement des structures qui, malgré ce contexte de crise ou de difficulté ou de risque, qu'il y en a certains qui sont performants. Et ça nous interpelle quand on regarde ce genre de dispersion, c'est que malgré contexte de risque, contexte de crise, certains s'en sortent et de façon tout à fait honorable. Et alors qu'il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui s'en sortent et ceux effectivement qui connaissent de plus en plus de difficultés. Alors quand on regarde une autre région, la région Bourgogne, toujours sur le même principe, avec les indicateurs que généralement la banque regarde de très près. Toujours au TEX 15, donc exploitation spécialisée en production de COP, de céréales oléoprotéagineux. On constate la même problématique, donc plutôt une dégradation des capacités de remboursement de la ferme moyenne région Bourgogne. Comment dirais-je, en lien bien entendu avec cette baisse de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires étant composé du prix et des rendements. Et en 2014, rappelez-vous, les rendements étaient quand même plutôt pas mauvais sur l'ensemble de la France. Alors meilleur en 2015, mais du coup l'effet prix il est quand même très important, notamment sur ces régions-là, quand il est particulièrement bas. Les autres indicateurs suivis donc par la banque sont l'annuité, le ratio annuité sur EBE. Là, il est effectivement un petit peu plus fort par rapport à la région centre vue précédemment. Pas encore forcément beaucoup d'inquiétude, mais au-delà de 60%, malgré tout, on commence vraiment à s'interroger et à être inquiet, sachant qu'il s'agit d'une moyenne et que, comme évoqué précédemment, la moyenne cache d'énormes disparités, une forte dispersion une forte dispersion des situations concernant également la région Bourgogne. À comparer rapidement, mais ça a été évoqué tout à l'heure, on a souhaité regarder rapidement quels étaient les résultats, toujours avec les données du RICA sur la région Picardie. Là, je n'ai raisonné que exploitation moyenne, toujours au TEX 15, où on s'aperçoit que, même chose, les exploitations grande culture en Picardie connaissent une baisse de leur excédent brut d'exploitation. Mais sur les autres ratios, on est quand même encore dans des situations plutôt raisonnables, encore une fois en moyenne, sachant que la moyenne cache d'énormes disparités et une forte dispersion. Alors nos interrogations en tant que banquier sur cette analyse fait que on s'interroge bien entendu de plus en plus sur la durabilité des capacités de remboursement des exploitations ou des entreprises agricoles qui se situent plutôt effectivement dans les zones intermédiaires. On est un petit peu moins inquiet dans les exploitations en Picardie, sauf que on regarde bien entendu en tant que banquier que nos engagements sont quand même liés bien entendu aux espérances de développement d'exploitation, d'excédent brut d'exploitation. On s'interroge sur, en vue de ce contexte et donc de cette baisse durable de cet excédent brut d'exploitation, sur les capacités à renforcer les fonds propres, parce que les fonds propres ils se reconstituent et ils se développent notamment par rapport à la création de valeur dans les entreprises. Et on se pose des questions effectivement sur, en fonction des prises de risque ou des risques pris, à la répartition ou la possibilité de répartir ce risque, comme ça se passe notamment dans les entreprises industrielles, avec ce qu'on évoque très souvent, l'existence de poules bancaires. C'est des interrogations, encore une fois. Tout ça nous encourage à renforcer en fait nos mesures d'évaluation, nos indicateurs, pour pouvoir être très attentifs à la façon de regarder les différents dossiers, et notamment à essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait être et ce qui pourrait nous permettre de vérifier la robustesse en fait, ou les capacités de résistance des entreprises agricoles dans le contexte qu'on vient d'évoquer, mais bien entendu et surtout dans les zones intermédiaires, et d'identifier la raison pour laquelle, dans ce contexte-là, il y a des entreprises agricoles qui génèrent encore plutôt des bons résultats. Qu'est-ce qui explique
ces sujets de performance. Et un point important qui est de plus en plus intégré dans nos réflexions et dans nos façons de traiter les dossiers, c'est de s'assurer que nos clients aient une parfaite connaissance de leur prix de revient, de leur coût de production, de leur point d'équilibre, sachant qu'on constate sur le terrain que c'est quand même pas encore malheureusement la majorité des exploitations grandes cultures. Dans ce contexte-là, on est amené bien entendu à réaliser et à faire un certain nombre de préconisations, notamment pour de plus en plus se couvrir sur les risques. Je citerai simplement le risque climatique avec les assurances récoltes qui auraient été effectivement le bienvenu pour un certain nombre d'exploitations par rapport à cette récolte 2016. Alors en termes de recommandations, mais recommandations pour nous, on constate effectivement que les impacts sont quand même bien différents selon, sur la valorisation des entreprises, c'est bien différent selon un certain nombre de critères, la zone géographique, la zone intermédiaire, qui nous pose vraiment question et sur lequel on va investir pour y voir un petit peu plus clair. C'est lié bien entendu aux tailles, mais c'est aussi et surtout pas surtout, mais aussi, sur le comportement des chefs d'entreprise, des chefs d'exploitation dans leur façon de gérer leur entreprise et de prendre des décisions qui nous fait regarder de plus en plus et à être davantage attentifs dans l'acceptation des dossiers de financement ou de ne plus forcément accompagner en fonction justement de la prise en compte d'indicateurs qui seront bien entendu toujours classiques à travers le taux d'endettement, les annuités sur EBE, parce que c'est bien en lien quand même avec les capacités de remboursement qu'on regarde les capacités de remboursement, toujours en tant que banquier, mais d'introduire aussi des indicateurs liés aux performances en termes de gestion de l'entrepreneur et cette fameuse connaissance de prix de revient. Est-ce que demain, ça ne pourrait pas être un prérequis pour accepter ou pas d'apporter notre soutien financier? Et puis aussi, comme on s'aperçoit qu'il y a des structures qui sont plutôt performantes, il doit se passer aussi, ou il doit bien y avoir identification de différences en termes de performances techniques entre exploitants. Et donc, ces performances techniques sont des sujets qui seront certainement davantage intégrés lorsque nous étudierons demain les dossiers dans tout ce qui est demande de financement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Kasdan. Pour des raisons de timing, je vais passer au-dessus des questions parce que je ne voudrais pas que Guillaume Favoreux se retrouve avec une part extrêmement réduite au niveau de son intervention. Plutôt que donc de questions, moi je fais un double constat, une double synthèse. Le premier, ça s'adresse, j'allais dire, ou vous vous adressez indirectement aux experts comptables, conseils de l'entreprise agricole, en leur disant « Attention, dans les années à venir, nous vous demanderons des indicateurs qui iront au-delà des indicateurs financiers et qui seront aussi des indicateurs de performance technique de l'exploitation. » Alors je ne sais pas si vous serez dans la capacité d'y répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera certainement, nous, amenés à avoir aussi ce genre d'informations. Ouais. Donc, si vous le demandez, je pense que nous serons dans l'obligation d'être en mesure de vous les communiquer, puisque tout compte fait, ce sera un des éléments qui va décider de l'octroi ou non du crédit. Le deuxième élément, c'est que dans l'évolution, je veux dire, de votre stratégie, vous voyez aujourd'hui sur un certain nombre de situations plutôt d'un bon œil la constitution d'un pool bancaire, c'est-à-dire le partage de risques et le partage de financement sur les exploitations avec d'autres partenaires bancaires. C'est des sujets de réflexion, je veux dire. En fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, et c'est pour faire le lien avec votre introduction, de dire que est-ce qu'on doit encore parler d'exploitation et aujourd'hui d'entreprise, vu le contexte effectivement sur lequel ces entreprises sont, on commence de plus en plus certainement, nous banquiers, à raisonner comme on raisonne avec les entreprises davantage industrielles sur lesquelles ce genre de pratique existe. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour notre dernier intervenant, Guillaume Favoreux, qui nous parlera de situations plutôt complexes,
et majoritairement des procédures collectives, de la vision que peut avoir la justice, le juge, l'administrateur judiciaire sur la valeur de l'entreprise agricole dans cette situation. Guillaume ? Oui, merci. Donc je vais vous parler du cas des procédures collectives en lien avec la valorisation dans le cadre de la transmission des entreprises agricoles dans un contexte de crise. Sachant que quand on parle de procédures collectives, c'est sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Et c'est vrai qu'en agriculture, ce sont des mots qui sont soit méconnus, soit tabous, soit les deux. Et qui sont souvent vus comme un peu un épouvantail, les procédures collectives. Et donc on a souvent à l'image, beaucoup ont à l'image, la procédure collective, la faillite de l'entreprise et la perte de valeur de l'entreprise. Et dans ma présentation, je vais prendre un peu le contre-pied de tout ça, puisque je suis donc expert foncier agricole associé du cabinet Optime. Et nous intervenons en tant que conseil d'entreprise agricole et nous utilisons les procédures collectives comme outil de gestion de l'entreprise agricole et on va voir comme outil également de valorisation de l'entreprise agricole. Et donc dans ce cadre-là, j'interviens en ma qualité de membre du réseau GIE Expert Émergence. Donc nous sommes 17 experts de toute la France à nous être réunis dans un GIE d'experts fonciers et agricoles spécialisés dans le traitement des difficultés des entreprises agricoles, avec notamment l'utilisation des procédures collectives comme outil de gestion. Voilà. Pour finir l'introduction, il se trouve que nous sommes sur 17 membres experts de toute la France, nous sommes aujourd'hui 9 ou 10 de présents. Donc on est venu en force. Alors, on m'a demandé de faire une petite introduction donc rapide sur les procédures collectives en agriculture, sachant que c'est un sujet qu'on pourrait développer assez longuement, mais on va aller à l'essentiel. Donc déjà, les procédures collectives en France, tous secteurs confondus, on a 63 000 procédures collectives, dont seulement 1364 procédures dans le secteur agricole. Je dis seulement parce que si on fait le rapport des procédures totales, tout secteur par rapport au nombre d'entreprises, tout secteur, et du nombre d'entreprises agricoles et du nombre de procédures agricoles, on a un rapport en agriculture qui est inférieur aux autres secteurs. Donc peu de recours ou peu, au-delà de ça, peu de procédures en agriculture. Et statistique nationale, 1364 procédures, dont seulement 4% de sauvegarde. Sachant que, pour rappel, la sauvegarde, c'est en amont de l'état de cessation des paiements, donc c'est quand on n'est pas encore en rupture de trésorerie, qu'on anticipe, et la procédure de sauvegarde est uniquement ouverte aux dirigeants, c'est-à-dire qu'il n'y a que le dirigeant qui peut en faire la demande. Donc ça veut dire que 4% de sauvegarde, c'est très 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 peu. Au niveau de notre cabinet, donc c'est les statistiques qu'on a pu sortir. On a regardé depuis 2010, alors fin 2009, début 2010, on a initié et suivi 45 procédures collectives. Donc généralement initiées avec en amont un diagnostic et une orientation vers la procédure collective de manière voulue par le dirigeant. On est allé déposer soit la demande d'ouverture de sauvegarde, soit les déclarations d'état de cessation des paiements. Donc il se trouve que, par rapport aux statistiques nationales, sur les dossiers qu'on a traités en conseil, on est à 42% de sauvegarde. Donc ça veut dire que quand on s'y prend suffisamment de taux, on a des taux de sauvegarde relativement importants. Alors pour quelle issue ? On a 41 plans de continuation, que ce soit sauvegarde ou redressement judiciaire, 2 plans de cession et une seule liquidation judiciaire. Bon, et pour ceux qui savent compter, il en manque un, c'est parce qu'on a une procédure qui vient d'être ouverte et donc on est en cours de période d'observation.
Donc une seule liquidation judiciaire, et encore cette liquidation judiciaire-là, on l'avait anticipée. Et c'est même le dirigeant qui était allé demander la conversion en liquidation judiciaire. Donc quelques particularités des procédures en agriculture. Quelques particularités. Les procédures collectives sont très adaptées aux entreprises agricoles. On a plusieurs éléments permis par le législateur qui sont soit spécifiques pour les entreprises agricoles ou soit qui permettent ou qui sont très utiles aux entreprises agricoles. Alors les principales, c'est la durée de la période d'observation, avec une souplesse particulière pour les entreprises agricoles. On peut avoir des renouvellements en fonction des activités et des cultures. On a une durée maximale du plan qui peut aller jusqu'à 15 ans, alors que dans tous les autres secteurs, c'est 10 ans maximum. On a des possibilités diverses et variées d'aménager le plan, et on a le plan de cession. Je vous en parlerai un tout petit peu plus en détail tout à l'heure avec une illustration qui, par rapport à notre sujet, est très intéressant. Ce plan de cession, qui est prévu dans le Code de commerce, a des spécificités par rapport aux entreprises agricoles et notamment va permettre de céder une entreprise agricole et une unité de production agricole en ayant une exception à l'impossibilité de céder son bail hors cadre familial. C'est dur à dire ça. On a ensuite un membre de la famille qui peut faire une proposition, une offre de reprise, alors que dans les autres secteurs d'activité, ce n'est pas possible. On n'a pas de droit de préemption de la SAFER dans le cadre d'un plan de cession. Donc par rapport à votre remarque de tout à l'heure, on peut, ça permet d'avoir une meilleure valorisation. Enfin, en tout cas, on n'a pas ce frein-là. Et on a même des spécificités par rapport au contrôle des structures. Donc, on a toutes ces spécificités-là très intéressantes. Et au-delà de ça, on se retrouve avec des entreprises agricoles qui très souvent ont des cautions personnes physiques. Et dans le cadre notamment de la sauvegarde, on peut avoir la sauvegarde permet une protection des cautions personnes physiques. Donc on a une sauvegarde qui est très intéressante pour la majorité des entreprises agricoles. Alors vous m'avez demandé, Monsieur Theuret, de parler de l'approche du juge et des mandataires et des organes de la procédure par rapport à cette notion de valorisation. Alors déjà, en activité agricole, activité civile, on est devant le TGI, donc tribunal de grande instance, avec, dans la majorité des cas, une approche assez humaine des dossiers et des mandataires. Alors bon, c'est variable, mais une approche, une certaine sensibilité des activités agricoles avec des mandataires qui souvent ont eu un grand-père qui était agriculteur ou qui ont des connaissances plus ou moins lointaines et donc qui s'intéressent au dossier de manière particulière. Et au niveau de la valorisation, on va dire au moment de l'ouverture de la période d'observation, c'est pas quelque chose qui est forcément regardé. La valorisation, on regarde surtout, le juge va surtout s'attacher à l'activité. Est-ce qu'on a une activité? Est-ce qu'elle permet d'envisager un redressement de la situation ou pas? Et donc on va s'attacher surtout aux aspects économiques et fonctionnement de l'entreprise. Enfin, le juge et le mandataire et le parquet. Au niveau de la valeur de l'entreprise agricole, il va seulement y avoir un inventaire qui va être fait à l'ouverture de la procédure et qui là va lister les biens de l'entreprise, donner une valeur, donc soit par un commissaire-priseur, soit par un huissier ou un notaire, seulement un inventaire des actifs. Et ensuite, le passif va être vu plus tard. Donc l'approche de la valeur de l'entreprise, on ne va pas tellement la voir comme étant un point majeur à l'ouverture de la procédure. Par contre,
Ah oui, bon, pour finir par rapport à... Alors peut-être je vais aller directement, pour gagner un peu de temps, aux différents donc, facteurs de risque. On a parlé des facteurs de risque, notamment vous avez parlé des éleveurs qui font 800 ml de lait à 2. Donc on a des risques humains, on a des risques économiques, on a des risques de marché, des risques climatiques, on a énormément de risques au niveau de l'entreprise agricole. Et je me suis amusé, enfin amusé c'est un grand mot, j'ai regardé sur nos dossiers, sur l'historique de nos derniers dossiers depuis 2010, quelles étaient les causes majeures qui ont généré les difficultés ou qui ont aggravé ces difficultés, sachant que dans les dossiers, on rencontre la plupart du temps plusieurs causes. Alors, on voit que le marché, enfin, crise du marché, problème des prix et aléas climatiques, on les retrouve dans quasiment tous les dossiers, souvent ensemble. Et ensuite, dans les autres cas d'origine de difficulté, ou dans les autres origines de difficulté, erreur de gestion et ou entêtement du dirigeant dans à peu près un quart des dossiers, découragement, isolement dans à peu près un quart des dossiers, et sachant que sur les derniers dossiers depuis mi-2015, fin 2015, bon, j'ai pas fait le calcul, mais on le retrouve dans les 3/4 des dossiers. La notion de découragement, d'isolement et de repli sur soi. Problématique de mise aux normes, bon, 10% à peu près. Et surévaluation par rapport aux conditions d'installation, alors c'est un peu lié, soit un rachat trop élevé ou soit une façon d'avoir fait les financements au moment de rachat qui pèse sur la suite, dans seulement 13% des cas. Surendettement ou surinvestissement, alors quand on a eu un investissement qui était complètement disproportionné, pas forcément qui était payé trop cher, mais qui n'était pas adapté, 13%. Non, 7%, et ensuite on rencontre les problématiques familiales, mésententes entre associés, ou sinistres, ou accidents de production, et problèmes de santé, et puis après autres diverses et variées. Donc par rapport à la valorisation et à l'utilisation de la procédure collective, je vous ai fait, donc j'ai 4 minutes, c'est parfait, 2 minutes par illustration, plus 30 secondes de conclusion. Donc, je vous ai fait 2 illustrations pour qu'on voit 2 approches différentes de la procédure et de son incidence sur la valeur de l'entreprise. La première, elle est intéressante puisque c'est un entrepreneur individuel qui s'était installé, alors de mémoire en 2009 ou dans ces eaux-là, et qui, hors cadre familial, et clairement qui avait surpayé son exploitation. Crise du lait, donc c'était un éleveur laitier assez spécialisé, plus travaux à façon de porc, mais ça c'était accessoire, qui s'est retrouvé avec la crise du lait en état de cessation des paiements. On a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire, et dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire, on a réussi à convaincre le tribunal de nous laisser poursuivre l'activité, et on a combiné plusieurs choses pendant la période d'observation. On a utilisé la procédure de vérification des créances, le temps de la vérification des créances, pour regarder un peu ce qui s'était passé au moment de l'achat. Et la façon dont la banque, en l'occurrence, avait déclaré sa créance, les crédits qu'elle avait consentis et dans quel cadre elle avait consenti ces crédits-là. En parallèle, cet éleveur a redressé ses résultats technico-économiques pendant la période d'observation. Et il se trouve qu'on a eu un contrôle par rapport à la mise aux normes et que l'exploitation n'était pas aux normes. Enfin, on le savait, mais on a eu le contrôle mise aux normes. Donc on a négocié, on a utilisé la période d'observation, on a tiré au maximum la période d'observation pour négocier à la fois avec nos créanciers et à la fois avec la DDT pour obtenir des délais de mise aux normes et inclure la mise aux normes dans le cadre du plan. Et on a fait un plan, donc pendant la période d'observation, on a dégagé de la trésorerie, on a utilisé cette trésorerie pour mettre aux normes. Et le plan, on l'a fait de manière très progressive, c'est-à-dire qu'on a très peu remboursé nos créanciers en début de plan. Et notre créancier majoritaire, qui était la banque,
Donc ça, c'est un dossier qu'on a accompagné avec un avocat et qui est allé exposer à la banque la situation. A dit, bon voilà, nous, on a identifié que les conditions d'octroi des crédits au départ étaient moyennes. On sait que la jurisprudence n'est pas très favorable pour nous parce que depuis 2008-2009, il y a eu un certain nombre de jurisprudences qui étaient plutôt favorables aux créanciers. Et on a dit, accompagnez-nous dans le cadre du plan et on finance la mise aux normes et comme ça, tout le monde est content. Et donc, on a obtenu un plan sur une durée au-delà des 15 ans. La négociation avec le créancier a permis d'avoir une durée d'étalement sur 20 ans, avec les 2 premières années, rien, quasiment, de remboursement, pouvoir financer notre mise aux normes. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui tourne, qui rembourse son passif et qui, en 2016, malgré la crise du lait, fait face aux échéances et maintenant est aux normes. Donc par rapport à ça, on a une entreprise qui, au jour de l'ouverture de la procédure, avait en fait une valeur qui était relativement faible entre la crise et le fait qu'on n'était pas aux normes. Et la procédure a permis aujourd'hui d'avoir une entreprise qui tourne, qui est rentable et qui est aux normes. Deuxième illustration, c'est l'utilisation du plan de cession. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, période d'observation, donc là on est sur un élevage bovin allaitant. Période d'observation, donc la procédure a permis de protéger déjà l'entreprise, puisque l'objectif du législateur, le premier dans les procédures collectives, c'est le maintien de l'activité, c'est le premier. Donc la procédure a permis de maintenir l'activité, malgré un découragement familial et divers problèmes, nombreux problèmes, et surtout, en ayant une stratégie, donc là pareil c'était un dossier qui était stratégiquement conduit avec un avocat, on a eu une ouverture sur l'ERL et sur les personnes physiques qui étaient titulaires des baux pour conserver les baux et pour préparer un plan de cession. Et donc ça on l'a préparé dans le cadre de la période d'observation, un plan de cession pour céder l'entité qui tourne, l'entité fonctionnelle, donc avec une valorisation économique. Alors que si on avait rien anticipé, si on était allé vers une liquidation simple avec arrêt de l'activité et vente des différents biens, donc du tracteur, des vaches, on aurait eu une valorisation très très inférieure à ce qu'on a pu obtenir dans ce cadre-là. Et c'est à ce niveau-là, pour conclure et pour revenir sur votre questionnement, c'est à ce niveau-là que le juge, donc là, dans ce cas particulier, on avait préparé la cession, donc à partir du moment où on est allé apporter une solution toute faite au juge qu'il a acceptée, le juge, il va regarder quoi ? Il va regarder, quand il y a plusieurs offres, celle qui permet, en premier, celle qui permet de maintenir l'emploi. En deuxième, celle qui permet de rembourser les créanciers. Et en troisième, celle qui a les conditions, les garanties les meilleures. Donc la première chose, ce n'est pas forcément l'aspect économique. Mais en préparant, et c'est ma conclusion, en préparant, tel qu'on a pu l'illustrer, avec ces illustrations-là, en préparant un plan de cession, on peut valoriser une entreprise, mais la valorisation qu'on a obtenue, elle est exceptionnelle, parce qu'on n'a pas eu le contrôle des structures, on n'a pas eu la SAFER, et on a valorisé une entreprise qui était fonctionnelle. Donc, pour conclure, les procédures collectives, à condition qu'elles soient bien maîtrisées, ça peut être un outil de valorisation, déjà de pérenniser l'activité, et voire de valoriser l'activité, et de la céder. Et le dernier point, par rapport à notre rôle qu'on peut avoir, et par rapport au thème de la journée, c'est quand on fait des estimations et quand on intervient dans le cadre de cession ou de transmission d'entreprise, attention à la valorisation qu'on donne et notamment attention à la valorisation économique quand on est dans un contexte d'euphorie. Et attention à la responsabilité de chacun. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Favoreux. Je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de questions. Non, c'est un travail d'équipe.
On a déjà commencé en retard. Donc, par contre, dans le cadre de la fin de la journée, toutes les questions seront ouvertes sur tous les thèmes des 3 tables rondes. Donc, nous vous remercions beaucoup de votre intervention. Nous vous proposons de rejoindre le premier rang de sièges. Et je vais demander, dans le cadre de la 2e table ronde,